La clé tourna dans la serrure avec plus de résistance que Russ ne s'en souvenait. 5 années passées à construire des stations d'épuration en Asie du Sud-Est avaient endurci ses mains et aiguisé son esprit. Mais rien ne l'avait préparé au silence qui l'accueillit. La maison semblait étrange. Pas seulement vide, abandonnée. Russ entra et posa son unique sac de sport sur le parquet. Des particules de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les fenêtres qui n'avaient pas été nettoyées depuis des mois. Les meubles du salon étaient recouverts d'une fine couche de négligence. Sa photo de mariage avec Delaney était toujours accrochée au mur, mais les petits cadres, ceux avec les photos d'école de Sawyer, avaient disparu. Delaney, résonna sa voix, sans répondre lorsqu'il traversa la cuisine. Le réfrigérateur ronronnait, vide à l'intérieur, à part du lait périmé et des boîtes de plats à emporter transformées en expériences scientifiques. Le comptoir du petit déjeuner où Sawyer mangeait ses céréales avant l'école était enseveli sous le courrier non ouvert et les bouteilles de vin vides. Russ prit une des bouteilles. Cher, le genre de bouteille que Delaney n'achetait que pour impressionner quelqu'un. Il monta l'escalier jusqu'à la chambre de Sawyer. La porte était un bocal. À l'intérieur, le lit était défait. Des vêtements jonchaient le sol. Mais ce qui serrait la poitrine de Russ, c'était la couche de poussière qui recouvrait tout. Cette pièce était inhabitée depuis des semaines, peut-être des mois. L'inhalateur de son fils était posé sur la table de nuit, périmé. Russ sortit son téléphone et composa le numéro de Dolan. Il tomba directement sur la messagerie. Sa voix était claire et fausse. Vous avez bien Delaney. Je suis probablement dans un endroit génial, alors laissez un message et je vous rappelle dès que possible. Où est Sawyer, demanda-t-il après le bip. Rappelle-moi tout de suite. Il raccrocha et réessaya. Même résultat. Le téléphone fixe avait été coupé. Les factures étaient encore en service, mais à peine. Des avis de retard jonchaient le plan de travail de la cuisine comme des feuilles mortes. Russ s'assit durement sur le canapé, son esprit explorant les possibilités. Delaney avait toujours été volage. Mais elle ne disparaîtrait pas comme ça avec son fils, n'est-ce pas? Il appela son avocat, Markel. Russ. Seigneur. Quand es-tu rentré? Aujourd'hui. Delaney et Sawyer sont partis. La maison semble vide depuis des mois. Ralenti. Comment ça, parti? Enfin, pas ici. Pas de mots, pas d'explication, rien. Son téléphone est sur la messagerie. Markel resta silencieuse un instant. As-tu essayé d'appeler l'école? L'école est finie pour l'été, n'est-ce pas? Et sa mère, Loretta? Russ avait évité de penser à sa belle-mère, mais Markel avait raison. Si quelqu'un savait où Delaney avait emmené Sawyer, c'était bien elle. Je vais essayer de la joindre. Russ, si tu penses que quelque chose ne va pas, on peut signaler une disparition. Laisse-moi d'abord passer quelques coups de fil. Mais le téléphone de Loretta est aussi tombé sur la messagerie. Celui-ci était encore plus théâtral que celui de sa fille. Loretta à l'appareil. Je ne suis pas disponible actuellement, mais ton appel est important pour moi. Veuillez laisser un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Russ ne laissa pas de message. Il passa l'heure suivante à fouiller la maison plus systématiquement. Le placard de Dolan était à moitié vide, mais avec une insouciance désinvolte, comme si elle avait pris ce qu'elle voulait et laissé tout le reste. Sa boîte à bijoux avait disparu, tout comme les sacs à main coûteux qu'elle avait collectionnés au fil des ans et que j'avais trouvés dans la chambre de Sawyer. Il trouva quelque chose qui le glaça. Caché sous le lit se trouvait un stock de barres de céréales et de jus de fruits en briques, comme si son fils avait accumulé de la nourriture. Pourquoi un enfant de 10 ans aurait-il besoin de cacher de la nourriture? Russ appela le seul numéro qu'il connaissait pour quelqu'un qui aurait pu voir Sawyer. Récemment, Joe Adair, l'infirmier pédiatrique qui soignait l'asthme de son fils depuis son diagnostic à 6 ans. Russ, mon Dieu, tu es de retour. Comment vas-tu? Je cherche Sawyer. Il n'est pas là, et Delaney non plus. Le silence qui suivit dura trop longtemps. Joe, Russ, je crois que vous devez vous rendre à l'hôpital pour enfants de Seattle immédiatement. L'unité de soins intensifs de l'hôpital pour enfants de Seattle sentait le désinfectant et la peur. Les bottes de Russ grinçaient sur le sol ciré tandis que Joe le conduisait dans un couloir bordé de salles remplies de petits corps reliés à des machines. Il est là depuis 3 jours, dit Joe doucement. Une grave crise d'asthme. On a failli le perdre.
Elle s'arrêta devant la chambre 314. À travers la vitre, Russ vit son fils étendu, inconscient, des tubes reliant son nez et sa bouche à des machines qui émettaient des bips réguliers. Sawyer paraissait plus petit que dans ses souvenirs, plus maigre. Ses cheveux étaient plus longs, sales, et sa peau avait une teinte grisâtre qui fit serrer les poings de Russ. « Puis-je entrer ? » ?»« Bien sûr. Tu es son père. » Russ poussa la porte et rapprocha la chaise du lit. Sawyer avait les yeux fermés, sa respiration était superficielle, mais régulière. Il avait des bleus sur les bras, non pas dus à des interventions médicales, expliqua Joe, mais à des bleus plus anciens. Des bleus dus à des chutes, à ne pas avoir été attrapés. Les médecins ont constaté des signes de malnutrition, dit Joe d'une voix soigneusement neutre. À quand remonte la dernière fois que vous avez parlé à Delaney ? Il y a 2 mois. Elle a dit que tout allait bien. Elle a dit que Sawyer avait de bons résultats scolaires. Joe a serré les lèvres. L'école a pris fin il y a 6 semaines. Il n'est pas allé chez le pédiatre depuis mars. Son ordonnance pour inhalateur a expiré en avril et n'a jamais été renouvelée. Russ fixait le visage pâle de son fils. Qu'est-ce qui a déclenché la crise ? Une voisine l'a trouvé effondré sur votre porche. Il était dehors depuis des heures, essayant apparemment de rentrer. La voisine a dit l'avoir vu errer seule dans le quartier plusieurs fois récemment. Seule. Madame Patterson habite 2 maisons plus loin. C'est elle qui a appelé l'ambulance. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour lui depuis des semaines, mais qu'elle ne savait pas qui appeler. Russ a senti un froid lui monter à l'estomac. Où est Delaney ? Nous essayons de la joindre depuis son admission. Ses coordonnées d'urgence sont obsolètes. L'adresse qu'elle a donnée est une boîte postale fermée depuis des mois. Joe a sorti son téléphone et lui a montré une photo. Madame Patterson l'a prise hier en venant vérifier l'état de la maison. La photo montrait leur porte d'entrée avec une pile de boîtes à emporter et de bouteilles vides. N'est pas juste. Juste ? La voix de Russ était d'un calme mortel. Tu veux parler de juste ? Juste, ça aurait été que tu m'appelles quand tu as su que Delaney le laissait tranquille. Juste, ça aurait été que tu restes à la maison avec ton petit-fils au lieu d'aller à Bali. Juste, ça aurait été que tu sois grand-mère au lieu d'être une compagne de fête. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Non, tu ne peux pas. Et je ne peux pas te faire confiance pour sa sécurité. Je ne demande pas la garde, juste un droit de visite, une chance de faire partie de sa vie. Russ regarda Sawyer, qui lançait joyeusement du pain à un groupe de canards au bord de l'eau. Son fils riait. Vraiment, pour la première fois depuis des mois. Tu faisais partie de sa vie. Tu as choisi de faire partie de la vie qui a failli le tuer. Russ, s'il te plaît. Tu as fait ton choix, Loretta. Tu as choisi le bonheur de ta fille plutôt que la vie de ton petit-fils. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Tu as commencé à marcher vers Sawyer, puis tu t'es arrêté et tu t'es retourné. Tu n'es pas une grand-mère. Tu es juste quelqu'un qui. Sois importante pour lui avant de prouver qu'on ne pouvait pas te faire confiance pour ce qui comptait. Russ, éloigne-toi de nous. Loretta, éloigne-toi de mon fils. Il marcha jusqu'au bord de l'eau où Sawyer donnait le reste du pain à un groupe de canards impatients. Prêt à rentrer, mais d'accord. On peut s'arrêter manger une glace ? Absolument. Alors qu'il retournait à la voiture, Sawyer regarda par-dessus son épaule. Grand-mère vient avec nous ? Non, mon pote. Elle ne vient pas. Oh, d'accord. Le garçon ne demanda pas pourquoi, et Russ lui en fut reconnaissant. Un jour, quand Sawyer serait plus grand, il voudrait peut-être comprendre ce qui s'était passé pendant ces mois sombres. Ce jour-là, Russ lui dirait la vérité. Mais pour l'instant, il suffisait que Sawyer soit en sécurité, en bonne santé, et qu'il apprenne à nouveau à faire confiance aux adultes qui l'entourent pour le protéger au lieu de l'abandonner. 1 an plus tard, Russ se tenait sur le seuil de la nouvelle chambre de Sawyer, regardant son fils installer soigneusement un système de filtration d'air qu'ils avaient commandé en ligne. Les mains du garçon il était désormais stable, ses mouvements assurés. L'enfant effrayé et mal nourri de l'hôpital avait disparu, remplacé par un enfant de 11 ans en bonne santé qui apprenait que chez soi rimait avec sécurité. Leur nouvelle maison était située sur une falaise surplombant Puget Sound. Modeste mais confortable. 3 chambres, un jardin où Sawyer pouvait jouer en toute sécurité, des voisins qui saluaient leur passage. C'était le genre de maison où les familles vivaient une vie normale.
Passe-moi ce tournevis, papa. Russ lui passa l'outil et regarda Sawyer serrer le dernier accord. Le filtre à air s'alluma, son voyant vert indiquant que l'air pur pénétrait dans la pièce. Parfait, dit Sawyer en reculant pour admirer son travail. Mes poumons vont adorer ça. Je pense que ça t'aidera à respirer. Le docteur Chin dit que oui, surtout pendant la saison des allergies. Ils ont trouvé un nouveau pédiatre plus près de chez eux, mais ils ont quand même consulté le docteur Chin pour la gestion de l'asthme de Sawyer. La santé du garçon s'était considérablement améliorée au cours de l'année écoulée. Des repas réguliers, un traitement régulier, des soins médicaux appropriés, surtout, le genre de stabilité qui permet au corps d'un enfant de se remettre du stress chronique. Papa, oui, mon pote, tu es toujours là maintenant. Ces mots ont frappé Russ avec une force surprenante. Des mots simples d'un enfant qui avait appris à ne pas compter sur les adultes dans sa vie. C'est ce que font les pères. Même quand c'est dur, même quand on est fatigué. Surtout quand je suis fatigué. Même quand je suis malade, surtout quand tu es malade. Sawyer hocha la tête solennellement, classant cette information avec les autres vérités qu'il apprenait sur ce que signifiait réellement la famille. Ils descendirent ensemble, où Joe préparait le dîner sur la table de la cuisine. Elle avait commencé à venir une fois par semaine, au départ pour prendre des nouvelles de Sawyer. Il avait progressé grâce aux progrès médicaux, mais il devenait progressivement plus qu'un simple remplaçant de la mère qu'il avait abandonnée, mais une présence adulte constante et soucieuse de son bien-être. Comment fonctionne le filtre à air ? Demanda-t-elle. Parfait, répondit Sawyer. Papa m'a aidé à l'installer. Bien sûr qu'il l'a fait. Au dîner, Sawyer parla de l'école, de ses amis, du projet scientifique sur lequel il travaillait concernant les systèmes de purification d'eau. Il s'épanouissait au-delà de sa santé physique. Sa confiance revenait, sa curiosité naturelle reprenait le dessus. Après le dîner, Joe aida Sawyer à faire ses devoirs pendant que Russ nettoyait la cuisine. C'était une routine qu'ils avaient instaurée, confortable et prévisible. Le genre de routine qui aidait l'enfant traumatisé à croire que le lendemain serait également sûr, alors que la soirée touchait à sa fin. Russ sortit sur la terrasse surplombant l'eau. Le son était calme ce soir-là, reflétant les lumières de la ville de l'autre côté de l'eau. Il avait tout perdu, son mariage, sa relation avec son fils, sa paternité. Mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, la certitude que être présent comptait plus que la perfection, que la constance comptait plus que la commodité, que l'amour signifiait être présent même lorsque c'était gênant. Son téléphone vibra, un message de Rel. L'audience de libération conditionnelle de Delaney était prévue pour l'année prochaine. Je pensais que tu devrais le savoir. Russ supprima le message sans répondre. Delaney faisait partie d'un passé qui n'avait plus aucun pouvoir sur leur avenir. Elle avait fait ses choix et en avait assumé les conséquences. Maintenant, elle n'était plus qu'une inconnue parmi tant d'autres qui avaient autrefois été importantes. Papa Sawyer apparut à côté de lui sur la terrasse. Qu'est-ce que tu regardes ? Juste à penser à quoi ? À quel point tout va mieux maintenant. Sawyer s'appuya contre la rambarde à côté de lui. Crois-tu que maman reviendra un jour ? C'était la première fois depuis des mois que Sawyer mentionnait directement Delaney. Je ne sais pas, mon pote, mais je sais que tu es en sécurité maintenant parce que tu es là. Parce que je suis là et parce que je ne partirai plus jamais. Ils restèrent ensemble dans un silence confortable, regardant les lumières de Seattle scintiller sur l'eau sombre. Un père et son fils qui s'étaient retrouvés, qui avaient appris que la famille ne se résumait pas à la biologie ou aux documents juridiques, mais à la présence au quotidien, même dans les moments difficiles, surtout dans les moments difficiles. Russ passa un bras autour des épaules de Sawyer et sentit le garçon s'appuyer contre lui, solide, chaleureux et vivant. Un enfant qui avait réappris à faire confiance parce que quelqu'un lui avait enfin prouvé sa fiabilité. Derrière eux, la maison brillait d'une lumière chaleureuse. Le filtre à air ronronnait doucement dans la chambre de Sawyer, et tout était exactement comme il se devait. Sûr, stable. Éparpillé sur le porche. La pelouse était envahie par les mauvaises herbes, les journaux jaunis dans l'allée. Depuis combien de temps est-il seul ? On ne sait pas. Les services de protection de l'enfance, CPS, enquête. Services de protection de l'enfance, CPS. Russ. Lorsque nous avons admis Sawyer, il portait les mêmes vêtements qu'il portait probablement depuis des jours. Il était déshydraté, en sous-poids et n'avait pas pris ses médicaments. Nous sommes tenus de signaler toute suspicion de négligence.
Russ a tendu la main et a touché celle de son fils. Elle était chaude, mais trop fine. Il sentait les os sous la peau. Quelqu'un vous a-t-il contacté? A demandé Joe. Non, je viens de rentrer cet après-midi. Bien. Vous devez parler à Avery Redden. C'est l'enquêtrice des CPS chargée du dossier de Sawyer. Elle essaie de retrouver le plus proche parent. Je suis son père. Je sais, mais légalement, puisque Delaney a la garde principale et que tu as été à l'étranger, je n'ai jamais renoncé à mes droits parentaux. Non, mais tu devras le prouver. Et tu devras montrer que tu peux lui offrir un environnement familial stable. Russ regarda à nouveau son fils. Le garçon qui construisait des Legos élaborés et les expliquait en détail. Le garçon qui en savait plus sur la biologie marine que la plupart des adultes. Le garçon qui l'avait serré fort dans ses bras à l'aéroport il y a 5 ans et lui avait fait promettre de revenir bientôt. Quand se réveillera-t-il? Bientôt. Ses constantes sont stables. Les médicaments l'aident. Mais Russ, quand il se réveillera, il aura besoin de beaucoup de soutien. Ce genre de négligence laisse des traces qui ne se voient pas sur les radiographies. Joe lui tendit une carte de visite. Voici le numéro d'Avery. Appelle-la ce soir. N'attends pas. En partant, Russ rapprocha sa chaise du lit et prit la main de Sawyer dans les siennes. Les machines continuèrent de sonner régulièrement. La seule salle de son qui donnait l'impression que le centre du monde s'effondrait. Russ était assis à la cafétéria de l'hôpital à 2 heures du matin. Son ordinateur portable ouvert sur la table en plastique. Il avait appelé Avery Redden et laissé un message expliquant qui il était et qu'il devait la rencontrer immédiatement. Maintenant, il faisait ce qu'il avait appris à faire en 5 ans à résoudre des problèmes d'infrastructure dans des endroits reculés. Rassembler des informations qu'il a commencé avec les comptes de médias sociaux de Delaney. Son Instagram était rendu public. Une décision qui allait tout lui coûter. Les photos racontaient une histoire qui lui a glacé le sang. 15 juin. Delaney et Loretta à l'aéroport de Seattle-Tacoma. Bagages de créateurs et sourires éclatants. Légende, aventure mère-fille. Direction Bali. #vivre la vie #béni 16 juin. Cocktail au bord de la piscine dans un complexe hôtelier. Delaney en bikini en train de rire. Légende, premier jour au paradis. Tellement besoin de cette pause. Soin de moi #Bali Vib photo de la journée au spa du 17 juin. Loretta se fait masser les pieds par Delaney. Légende, choyée et parfaite. De quoi rêver. Traitement mère-fille. Russ vérifia les dates avec ce que Joe lui avait dit. Sawyer avait été admis à l'hôpital le 18 juin. Le voisin le trouva effondré sur le porche le soir du 17 juin. Il parcourut d'autres photos, dîner à la plage, sorties shopping, visites de temple, chaque journée documentée par des dizaines de photos et de légendes sur sa quête de soi et le bonheur qu'elle mérite. 18 juin, une photo de yoga au lever du soleil. Légende, reconnaissante pour ce moment de paix. Parfois, il faut se choisir. #yoga lever du soleil Namaste. L'horodatage de cette photo était 6h47, heure de Bali. À Seattle, il aurait été 14h47 la veille, juste au moment où Madame Patterson avait trouvé Sawyer inconscient. Russ fit une capture d'écran de chaque photo, de chaque légende, de chaque horodatage. Puis il passa au compte de Loretta, tout aussi accablant. La femme plus âgée avait documenté le voyage de leur fille avec un enthousiasme tout aussi éhonté, mais ce sont les commentaires qui en disaient long. Des amis demandaient des nouvelles de Sawyer, se demandant pourquoi ils ne le voyaient plus en photo. Les réponses de Delaney étaient des leçons de maître et des détournements de voix. Il est avec son père. Russ était en Thaïlande sans réseau depuis 3 semaines. Il est en colonie de vacances. On n'était que le 15 juin, et Sawyer n'avait jamais mis les pieds dans un camp. Il vit sa propre aventure. Apparemment, cette aventure l'a amené à frôler la mort seul. Il y avait d'autres photos. Brillant corps apparaissait sur plusieurs d'entre elles, un homme que Russ ne reconnaissait pas, plus jeune que Delaney, avec un sourire artificiel qui trahissait quelqu'un qui n'avait jamais travaillé un seul jour de dur labeur de sa vie. Les photos de lui avec Delaney étaient intimes. Mains sur sa taille, vers échangés, baisers au coucher du soleil. Russ enregistrait tout dans un dossier cloud, puis créait des sauvegardes. 5 années passées à gérer des fonctionnaires corrompus et des infrastructures défaillantes lui avaient appris que les preuves disparaissaient si on ne les protégeait pas correctement. Son téléphone vibra.
Un SMS d'un numéro inconnu. Ici Avery Redden, CPS. J'ai reçu votre message. Pouvez-vous nous retrouver à l'hôpital à 8 heures? Je serai dans la salle de réunion familiale à l'étage pédiatrique. Russ répond. J'arrive. J'ai des informations que tu dois consulter. Il ferma l'ordinateur portable et retourna dans la chambre de Sawyer. L'infirmière de nuit, une gentille femme nommée Patricia, le laissa approcher un fauteuil inclinable du lit. Un changement, demanda-t-il. Sa respiration s'améliore. Le médecin pense qu'il pourrait se réveiller demain. Russ s'installa dans le fauteuil et regarda son fils dormir dans la pénombre. Sawyer paraissait encore plus jeune que ses 10 ans. Des cernes sous ses yeux trahissaient des semaines de sommeil perturbé et de stress. Tu n'as plus à t'inquiéter, murmura Russ. Papa est là maintenant, et je ne partirai plus jamais. Mais au moment même où il le disait, il planifiait. Delaney avait commis une erreur en documentant si minutieusement sa négligence. Elle avait commis une erreur encore plus grave en pensant que Russ ne le découvrirait pas. Elle était sur le point d'apprendre que 5 années passées à résoudre des problèmes impossibles dans des endroits impossibles lui avaient appris des choses qu'elle n'imaginait pas. Et contrairement aux fonctionnaires corrompus et aux entrepreneurs incompétents avec lesquels il traitait à l'étranger, Delaney allait avoir affaire à quelqu'un qui avait accès au système juridique américain, quelqu'un qui comprenait parfaitement comment l'utiliser. Russ rencontra Mark Elfin à 7 heures du matin dans le bureau de l'avocat, au centre-ville de Seattle. Le bâtiment était de verre et d'acier. Conçu pour intimider, et Russ en était conscient. Il en avait assez d'être patient. « Montre-moi ce que tu as », dit Markel en s'installant derrière son bureau avec une tasse de café qui coûtait probablement plus cher que le déjeuner de la plupart des gens. Russ étala des captures d'écran imprimées sur la surface en acajou. Des photos de Delaney et Loretta à Bali, des publications horodatées sur les réseaux sociaux, des dossiers médicaux de l'hôpital, la déclaration de Madame Patterson. Markel les étudia attentivement, son expression s'assombrissant à chaque page. « C'est grave, Russ. Vraiment grave. Ça empire. » Russ lui tendit un autre dossier. Des relevés bancaires. Elle utilise les comptes joints pour financer ce train de vie. 15 000 $ rien que le mois dernier. Des vêtements de marque, des dîners coûteux, des vols en première classe. Pendant que votre fils mourait de faim, Markel se laissa aller dans son fauteuil. « Que voulez-vous faire ? » Tout. Je veux qu'elle soit privée de ses finances. Je veux la garde exclusive et je veux qu'elle soit poursuivie. La section financière peut agir aujourd'hui. Je vais déposer une requête d'urgence pour geler tous les comptes et actifs joints. Vu les circonstances, n'importe quel juge accordera son approbation. Ça va. À quelle vitesse ? Je peux avoir un dossier d'ici midi. Le gel sera effectif immédiatement. Bien. Les aspects garde à vue et poursuite sont plus compliqués. Vous devrez vous coordonner avec les services de protection de l'enfance, probablement le bureau du procureur. Russ a regardé sa montre. Je rencontre l'enquêteur des services de protection de l'enfance dans 1 heure. Parfait. Apportez des copies de tout. Et Russ, oui, documentez tout à partir de maintenant. Chaque conversation, chaque appel téléphonique, chaque interaction. Si l'affaire est portée devant le tribunal, vous devrez prouver un comportement réciproque. J'ai l'intention de le faire. Markel se leva et tendit la main. Bienvenue chez vous. Je suis désolé que ce soit dans ces circonstances. Je ne regrette pas d'être de retour. Je regrette d'être parti. 1 heure plus tard, Russ était assis en face d'Avery Redden dans la salle de réunion familiale de l'hôpital pour enfants de Seattle. Avery était une femme qui semblait en avoir trop vu, mais qui ne s'était pas laissée abattre. Sa poignée de main était ferme, son regard direct. « Monsieur Kessler, merci d'être venu. J'ai cru comprendre que vous étiez à l'étranger depuis 5 ans. Des installations de traitement des eaux usées en Asie du Sud-Est. Je suis rentré hier et vous n'étiez pas au courant de l'état de santé de votre fils. » Russ lui a remis le même dossier de preuves qu'il allait montrer à Markel. Aucun. Si je l'avais su, je serais venu immédiatement. Avery a étalé les photos sur la table, le visage soigneusement neutre, les examinant chacune. Ce sont des horodatages. Oui. Comparez-les avec la date d'admission de Sawyer. Elle l'a fait, en prenant des notes sur un bloc-notes. Monsieur Kessler, je dois vous demander, pourquoi avez-vous laissé votre fils pendant 5 ans ?
Delaney a demandé le divorce. Elle voulait la garde principale. Elle a dit qu'elle pouvait lui assurer une meilleure stabilité. J'étais de toute façon en déplacement professionnel. Et je pensais qu'il avait arrêté. Je pensais faire ce qui était le mieux pour lui. Vous avez maintenu des contacts par visioconférence 2 fois par semaine, ou du moins, vous avez essayé ces derniers mois. Delaney n'arrêtait pas de dire qu'il était occupé avec ses activités scolaires, son sport, ses amis. Il disait qu'il s'épanouissait. À quand remonte votre dernière conversation directe avec Sawyer? Russ sentit la culpabilité s'installer dans sa poitrine comme une pierre. Mars, peut-être avril. Et avec Delaney, il y a quelques mois, elle a dit que tout allait bien. Avery a pris d'autres notes. Monsieur Kessler, je dois vous dire que c'est l'un des cas de négligence les plus flagrants que j'ai jamais vus. Votre fils a été retrouvé gravement mal nourri avec des médicaments périmés après avoir été laissé seul pendant ce qui semble être des semaines. Que va-t-il se passer maintenant? Je recommande son retrait immédiat de la garde de la mère. Étant donné que vous êtes le père biologique et que vous êtes ici maintenant, l'État préférerait le placer chez vous plutôt que dans une famille d'accueil. Ce que je dois faire, c'est prouver que vous pouvez lui offrir un environnement familial stable. Revenus, logement, assurance maladie, l'essentiel. Russ a sorti un autre dossier. Contrat de travail avec mon nouvel emploi. Je commence lundi comme ingénieur principal chez Boeing. Document de salaire. Information sur l'assurance maladie. Résultat de la vérification des antécédents. Avery avait l'air impressionné. Vous êtes arrivé préparé. J'ai passé 5 ans à apprendre que la préparation prévient les problèmes. Et le logement? Je reste dans la maison familiale pour le moment. Je trouverai un logement plus adapté pour Sawyer à long terme. La maison où il a été négligé. Je la fais nettoyer par un professionnel et inspecter. Nouvelle serrure, système de sécurité, trousse médicale complète, tout ce dont il a besoin. Avery a fermé son dossier. Monsieur Kessler, je vais être honnête avec vous. Votre femme va finir par revenir de Bali. Quand elle reviendra, elle devra faire face à de sérieuses questions. Bien. Vous semblez en colère. Je suis en colère. Quelqu'un a laissé mon fils mourir pendant qu'elle bronzait. Canalisez cette colère de manière productive. Votre fils va avoir besoin de stabilité, pas de vengeance. Russ lui a regardé dans les yeux. Il aura les deux. À 15h47, le téléphone de Russ a sonné. L'afficheur affichait le numéro de Delaney. Où êtes-vous? Elle a crié avant qu'il puisse dire bonjour. Qu'avez-vous fait à mes comptes? Je n'ai accès à rien. Bonjour, Delaney. Ravi d'avoir de vos nouvelles aussi. N'osez pas utiliser ce ton avec moi. Je suis coincé à Bali sans argent à cause de ce jeu tordu que vous jouez. Où est Sawyer? Le silence a duré 3 secondes de trop. Il va bien. Il est avec amis. Quels amis? Ça ne te regarde pas. Tu nous as quittés, tu te souviens? Tu n'as pas le droit de revenir et de faire des demandes. Il est à l'hôpital, Delaney. Une autre pause. Plus longue cette fois. Quoi? Sawyer est aux soins intensifs de l'hôpital pour enfants de Seattle. Il a failli mourir il y a 3 jours d'une crise d'asthme. Ces 3 mêmes jours où tu publies des photos de tes vacances en bikini. C'est impossible. Il allait bien quand quoi? Quand tu l'as laissé mourir de faim. Je ne l'ai pas laissé tranquille. Il est resté avec. Elle s'arrêta. Russ pouvait presque entendre son esprit s'emballer, essayant de construire un mensonge qui tiendrait la route. Avec qui? Delaney? Tu mens. Tu essaies de me manipuler. Chambre 314, hôpital pour enfants de Seattle, soins intensifs pédiatriques. Va voir par toi-même. Je suis à Bali. Je ne peux pas, juste alors, peut-être que tu n'aurais pas dû aller à Bali pendant que ton fils était en train de mourir. La ligne se tut, à l'exception du bruit de sa respiration rapide et paniquée. Les comptes, dit-elle. Enfin. Tu ne peux pas tout geler. J'ai des droits. Tu avais des droits. Au passé. Russ, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que ça paraît. On dirait de la négligence envers un enfant. On dirait de l'abandon.
On dirait que tu as préféré ton petit ami et tes vacances à la vie de ton fils. Comment sais-tu que je sais tout, Delaney? Chaque photo, chaque mensonge, chaque dollar dépensé pendant que Sawyer mangeait des barres de céréales cachées. Elle s'est mise à pleurer. Le genre de sanglots théâtraux qu'elle utilisait toujours pour attirer la sympathie. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur, mais je suis sa mère. Tu es une inconnue qui lui a donné naissance par hasard. Une mère ne laisse pas son enfant mourir. Je rentre à la maison. Bien. Avery Ridden, des services de protection de l'enfance, veut te parler. Le bureau du procureur aussi. La ligne a été coupée. Russ a fixé son téléphone un instant, puis a appelé Markel. Elle vient d'appeler, paniquée à propos de l'argent, essayant de mentir sur l'endroit où se trouvait Sawyer. Pourquoi lui a-t-elle parlé de l'hôpital? Elle a raccroché. A-t-elle avoué l'avoir laissé seule? Presque. Elle s'est reprise. C'est bon. On en a assez sans confession. Comment va votre fils? Il dort encore, mais les médecins pensent qu'il va bientôt se réveiller. Bien. Quand il se réveillera, documentez tout ce qu'il vous dira sur ce qui s'est passé. Et Russ? Ouais, préparez-vous. Elle va revenir en force. Sawyer s'est réveillé à 6h23 le 21 juin. Russ lui tenait la main lorsque les yeux du garçon se sont ouverts brusquement. La confusion obscurcissait ses traits tandis qu'il essayait de se concentrer sur la pièce inconnue. Papa. Le mot était à peine murmuré, mais il a frappé Russ comme une force physique. Dis donc, mon pote, je suis là. Je l'ai vu essayer de s'asseoir, mais les tubes et les fils le maintenaient attaché au lit. Où suis-je? Tu es à l'hôpital. Tu as fait une crise d'asthme. Je ne pouvais pas respirer. J'ai essayé à plusieurs reprises d'entrer, mais la porte était verrouillée et je ne trouvais rien. La clé est ralentie. Tu es en sécurité maintenant. Le regard de Sawyer parcourut la pièce, observant les machines, la perfusion à 4 voies dans son bras, le tube à oxygène dans son nez. Où est maman? Russ sentit sa mâchoire se serrer. Elle n'est pas là. Vient-elle? Je ne sais pas, ça hocha la tête. Et quelque chose dans ce petit geste indiqua à Russ que son fils avait appris à ne pas compter sur la présence de sa mère. As-tu faim? Oui, vraiment faim. Russ appuya sur le bouton d'appel de l'infirmière. Quelques minutes plus tard, Joe apparut avec un plateau de petit déjeuner et un sourire qui ne cachait pas vraiment son soulagement. Le voilà. Comment te sens-tu, ma chérie? Fatiguée et affamée? Bon, on peut régler le problème de la faim, mais il faut manger lentement, d'accord? Ton estomac doit se souvenir comment gérer la nourriture. Tandis que Sawyer engloutissait œufs brouillés et toast, Russ posa des questions douces. Où était-il resté? Depuis combien de temps était-il seul? Quand avait-il vu sa mère pour la dernière fois? Les réponses dessinèrent un tableau qui fit réfléchir Russ. J'avais envie de casser quelque chose. Delaney partait en voyage depuis des mois, parfois pour la nuit, parfois pour des jours. Elle laissait de l'argent pour la livraison de repas, mais oubliait souvent. Quand les applications de livraison ont cessé de fonctionner parce que les cartes de crédit étaient refusées, Sawyer avait appris à faire durer le contenu de la maison. Je gardais les barres de céréales pour les grosses faims, expliquait-il entre deux bouchées. Et il y avait du beurre de cacahuète, mais il n'y en avait plus la semaine dernière. Et ton inhalateur? Il a cessé de fonctionner. Maman a dit qu'elle m'en achèterait un nouveau, mais elle n'arrêtait pas d'oublier. Joe et Russ ont échangé un regard par-dessus la tête de Sawyer. Mon pote, j'ai une question importante à te poser. Russ a demandé, il y avait quelqu'un d'autre à la maison. Des amis de maman? Sawyer a secoué la tête. Parfois, Brillant venait, mais maman m'a dit de rester dans ma chambre quand il était là. Est-ce qu'il t'a déjà parlé? Pas vraiment. Il n'aimait pas les enfants. À 10h, pendant que Sawyer dormait encore, Russ retrouva Avery dans la salle de conférence. Cette fois, elle n'était pas seule. Une grande femme aux cheveux grisonnants et au regard perçant était assise en face d'eux. Monsieur Kesley, voici l'inspectrice Linda Vasquez de la police de Seattle. Elle enquête sur l'affaire de votre fils. Inspectrice Vasquez, lui serra la main. M. Kesley, je dois vous poser quelques questions sur les activités récentes de votre femme. Russ lui tendit le même dossier de preuves qu'il trimballait partout. Tout ce que je sais s'y trouve.
Elle étudia les photos et prit des notes. Ce petit ami, Brillancourt, que savez-vous de lui? Rien. Je n'avais jamais entendu son nom avant de le voir sur ces photos. Et votre femme n'en a jamais parlé? Non, mais nous n'avons pas beaucoup parlé ces derniers mois. L'inspectrice Vasquez sortit son propre dossier. Nous avons fait quelques recherches. Brillancourt, 35 ans, travaille dans le marketing pour une start-up technologique. Il n'a pas de casier judiciaire, mais il a dépensé beaucoup d'argent ces derniers temps en articles de luxe. De l'argent qui semble provenir de vos comptes joints. Il nous a volés. Votre femme lui a donné accès aux comptes. Légalement, ce n'est pas un vol, mais cela établit un schéma d'irresponsabilité financière. Avery se pencha en avant. L'inspectrice Vasquez a des nouvelles de l'enquête du procureur. On déménage. En avant avec des accusations criminelles, a déclaré Vasquez. Mise en danger d'enfants, négligence criminelle, abandon. Le bureau du procureur pense pouvoir faire tenir les accusations. Quand votre femme doit rentrer pour Bali demain, nous l'attendrons. Russ sentit une sensation de froid et de satisfaction s'installer dans sa poitrine. Bien. Monsieur Kessler, je dois vous prévenir que ça va mal tourner. Votre femme va probablement engager un avocat coûteux. Ils essaieront de vous dépeindre comme un père absent qui a abandonné sa famille. Laissez-les essayer. Ils s'en prendront aussi à votre réputation. 5 ans à l'étranger, contact limité avec votre fils. J'ai des documents de chaque tentative de contact, de chaque appel vidéo, de chaque cadeau de Noël que j'ai envoyé. L'inspecteur Vasquez sourit. Vous êtes vraiment préparé. J'ai appris à mes dépens que les documents sauvent des vies. Cet après-midi-là, Russ était assis dans la chambre de Sawyer pendant que son fils dessinait avec les crayons que Joe avait apportés. Les dessins représentaient des maisons sombres avec de petites silhouettes debout à l'extérieur. Porte verrouillée, réfrigérateur vide. Papa. Ouais, mon pote. Tu vas repartir? Russ s'assit à l'ingénierie. Journal qu'il lisait. Non, je reste ici. Et ton boulot? Celui avec les trucs d'eau? J'en ai fini avec ce boulot. J'en ai un nouveau ici à Seattle. Il a vu ton coloriage continuer, mais Russ a vu la tension dans ses petites épaules commencer à se détendre. Papa, oui, je suis content que tu sois revenu. Moi aussi. Le bureau du docteur Sarachin était stérile et sans fenêtre, des dossiers empilés sur chaque surface disponible. En tant que médecin traitant de Sawyer, elle le soignait depuis qu'il était tout petit, et l'expression de son visage disait à Russ tout ce qu'il avait besoin de savoir avant même qu'elle ne dise un mot. J'ai préparé le dossier médical complet que vous avez demandé, a-t-elle dit en lui tendant un épais dossier. Monsieur Kessler, je dois vous dire que je m'inquiète pour Sawyer depuis des mois. Russ a ouvert le dossier et a immédiatement vu le problème. Rendez-vous après rendez-vous, il n'y avait aucune raison de se présenter ou d'annuler par un parent. À quand remonte sa dernière visite? Le 15 mars. Un contrôle de routine. Votre femme l'a amenée, mais elle semblait agitée. Impatiente. Elle n'arrêtait pas de consulter son téléphone, demandant combien de temps tout cela prendrait. Et sa gestion de l'asthme? Le docteur Chin a sorti un dossier séparé. C'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. L'asthme de Sawyer n'est pas grave, mais il nécessite une médication constante. Inhalateur préventif, inhalateur de secours, plan d'action pour les urgences. Elle a étalé une chronologie sur son bureau. Regardez ce schéma, ordonnance de janvier remplie à temps. Février, 3 jours de retard. Mars, 1 semaine de retard. Avril jamais rempli. Mai jamais rempli. Juin jamais rempli. Elle a simplement arrêté de lui donner ses médicaments. On dirait bien. Et ce n'est pas comme si les ordonnances étaient chères ou difficiles à obtenir. N'importe quelle pharmacie les aurait remplies. Russ a étudié la chronologie. Et l'allergologue? Le docteur Martinez essaie de voir Sawyer depuis 6 mois. Votre femme a annulé des rendez-vous et n'en a jamais reporté. Pour quelle raison? Sawyer a développé de nouvelles sensibilités, des allergies alimentaires, des déclencheurs environnementaux. Le docteur Martinez voulait faire des examens complets et mettre à jour son plan de traitement. Le docteur Chin a sorti un autre dossier. Ce n'est pas tout. En octobre dernier, Sawyer est arrivé avec ce qui ressemblait à une scoliose mineure. C'est fréquent chez les enfants en croissance,
et la kinésithérapie est facile à gérer. Je l'ai orienté vers un spécialiste en pédiatrie, et votre femme a refusé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'il soit étiqueté comme tel. Elle a dit que la kinésithérapie était réservée aux enfants brisés. Russ a senti ses mains se crisper. Il avait besoin d'un traitement et elle l'a refusé. J'ai essayé de lui expliquer qu'une intervention précoce pouvait prévenir des problèmes plus tard, mais elle était catégorique. Elle a dit qu'elle savait ce qui était le mieux pour son fils. Le docteur Chin s'est adossé à sa chaise. Monsieur Kessler, je suis pédiatre depuis 20 ans. J'ai vu des cas de négligence, de maltraitance, des parents débordés ou démunis. C'était différent. Comment? Votre femme avait toutes les ressources disponibles. Une bonne assurance, des moyens financiers, l'accès à d'excellents soins médicaux. Elle a choisi de ne rien utiliser. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? J'aurais dû. J'ai failli le faire plusieurs fois. Mais elle a pris soin de ne jamais manquer les rendez-vous vraiment cruciaux, de ne jamais laisser la situation s'aggraver au point de justifier une intervention. Jusqu'à ce que Russ a examiné d'autres dossiers. Des visites aux urgences qui se sont soldées par le départ de Delaney avant la fin du traitement. Des consultations spécialisées qui n'ont jamais été suivies d'effet. Une négligence médicale récurrente déguisée en parent occupé. Docteur, j'ai besoin que vous soyez totalement honnête avec moi. L'état de Sawyer est-il grave actuellement? Physiquement, il se rétablira. La malnutrition n'était pas assez grave pour causer des dommages permanents. Son asthme est gérable avec un traitement approprié. La scoliose n'a pas progressé de manière significative. Qu'en est-il psychologiquement? L'expression du docteur Chin s'est attristée. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je suis inquiet. Le stress chronique, la peur, la faim, tout cela modifie le développement cérébral d'un enfant. Il aura besoin de soutien, quel qu'il soit. Monsieur Kessler, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi êtes-vous resté absent si longtemps? Russ se posait la même question depuis des jours. Je pensais lui donner l'espace nécessaire pour se construire une vie. Delaney m'a convaincu que mes voyages étaient perturbateurs, que Sawyer serait plus stable et routinier. Et vous croyez ça? Je veux y croire. Je pensais qu'être un bon père signifiait faire ce qui était le mieux pour lui, même si cela impliquait de s'absenter. Le docteur Chin lui a remis des copies de tous les dossiers médicaux. Monsieur Kessler, être un bon père signifie être présent, impliqué, là quand votre enfant a besoin de vous. Je le sais maintenant. Ne faites pas la même erreur 2 fois. Alors que Russ quittait le centre médical, son téléphone vibra, un SMS de Markel lui ayant été envoyé. Audience d'urgence prévue pour demain. Le juge souhaite revoir les modalités de garde compte tenu des circonstances. Soyez prêts. Il était prêt. Il se préparait à ce combat depuis le moment où il avait vu son fils inconscient dans ce lit d'hôpital. Madame Patterson vivait dans une maison artisanale bien rangée à 2 portes de chez Russ. Elle a ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper à la porte d'une femme septuagénaire au regard perçant et à la posture de quelqu'un qui a passé sa vie à prêter attention aux détails. Vous devez être le père de Sawyer. Je suis Gloria Patterson. Merci d'avoir appelé l'ambulance. Vous lui avez sauvé la vie. Elle lui fit signe de s'asseoir sur son porche. J'aurais dû appeler plus tôt. Je me disais que ce n'était pas mon affaire, que sa mère savait sûrement ce qu'elle faisait. Dites-moi ce que vous avez vu. Madame Patterson a sorti un carnet. Je note les choses depuis avril. Votre garçon a commencé à apparaître dans mon jardin, assis sous le chêne. Au début, j'ai cru qu'il jouait à un jeu. Elle a feuilleté des pages d'une écriture soignée. Le 20 avril, Sawyer se promenait seul dans le quartier à 19h. Le 24 avril, il était assis sur mon porche. Il a dit qu'il était enfermé dehors. Le 3 mai, il m'a demandé si j'avais à manger. Il vous a demandé à manger. Il a dit qu'il avait faim et qu'il n'y avait rien à la maison. Je lui ai donné un sandwich et des biscuits. Je lui ai dit de demander à sa mère de m'appeler. L'a-t-elle fait? Non. Mais j'ai commencé à laisser des encas dans un panier devant ma porte. Barres de céréales, briques de jus, des choses qu'un garçon pouvait prendre sans que personne ne le remarque. Russ a senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Il se nourrissait tout seul. Depuis ton porche. J'ai installé une petite caméra de surveillance après ça, juste pour garder un œil sur tout.
Madame Patterson a sorti son téléphone. J'ai des heures d'images. Elle lui a montré vidéo après vidéo. Sawyer se promenant dans le quartier à toute heure, assis sur les trottoirs, dormant dans leur hamac dans le jardin, et essayant d'escalader la clôture pour entrer chez lui. Celle-ci date du 15 juin, a-t-elle dit, lui montrant une vidéo horodatée à 15h47, le jour où sa mère est partie en voyage. La vidéo montrait Delaney en train de charger des valises dans un Uber. Loretta à côté d'elle. Sawyer se tenait sur le pas de la porte en pyjama, même si c'était le milieu de l'après-midi. Elle l'a laissé là. Il n'a même pas dit au revoir, à ma connaissance. Il est juste monté dans la voiture et est parti. Madame Patterson lui a montré d'autres vidéos. Sawyer essayant de s'introduire chez lui par les fenêtres, assis sur le porche pendant des heures, marchant jusqu'à l'épicerie du coin et revenant les mains vides parce qu'il n'avait pas d'argent. Celle-ci est celle de juin. Le 17, dit-elle d'une voix calme. Le jour où je l'ai trouvé, la vidéo montrait Sawyer titubant dans le jardin, luttant visiblement pour respirer. Il essayait sans cesse d'atteindre la porte d'entrée, tombant, se relevant. À un moment donné, il s'est assis sur les marches du porche et est resté là, les épaules secouées de mouvements brusques, luttant pour respirer. Je l'ai retrouvé environ 1 heure après l'enregistrement. Madame Patterson a dit qu'il était inconscient, respirant à peine. Russ a enregistré des copies de toutes les vidéos sur son téléphone, puis les a téléchargées sur son espace de stockage cloud sécurisé. Preuve, document, la vérité. Ce soir-là, il s'est rendu au tribunal supérieur du comté de King et a rencontré une avocate spécialisée en droit de la famille. Rebecca Morrison, une femme que Markel avait recommandée spécifiquement pour les affaires de mise en danger d'enfants. Monsieur Kessler, j'ai examiné les documents que vous m'avez envoyés. C'est l'un des cas de négligence les mieux documentés que j'ai jamais vus. Mes chances d'obtenir la garde exclusive avec ces preuves étaient-elles de 90% ou plus? La question n'est pas de savoir si vous l'obtiendrez. La garde des enfants, c'est de savoir si votre femme sera poursuivie au pénal. Elle devrait l'être. Je suis d'accord. Mais mon travail est de me concentrer sur ce qui est le mieux pour Sawyer. Les procédures pénales peuvent être traumatisantes pour les enfants, plus traumatisantes que de frôler la mort par négligence. Rebecca sourit sombrement. J'ai compris. Maintenant, parlons de la stratégie de défense probable de votre femme. Elle a étalé des documents juridiques sur une table de conférence. Elle soutiendra que vous avez abandonné la famille, que votre absence l'a forcée à faire des choix difficiles. Elle prétendra que vous êtes un parent indigne qui a privilégié sa carrière à sa famille. Laissez-la prétendre cela. Elle dira que le voyage à Bali était une erreur de jugement momentanée. Qu'elle a organisé une garde pour Sawyer qui a échoué. Avec qui? C'est exactement ce que nous demanderons. Et si elle ne peut pas fournir de nom, d'adresse ou de documents concernant cette prétendue garde, sa crédibilité sera détruite. Rebecca lui tendit un autre dossier. Voici une analyse financière complète de vos comptes joints. Votre femme et son petit ami ont dépensé plus de 40 000 $ au cours des 3 derniers mois. Vêtements de marque, restaurants chics, voyages de luxe, tout cela pendant que son fils rationnait les barres de céréales. 40 000 $, la plupart dépensés dans les 6 semaines précédant son départ pour Bali. Elle liquidait ses biens, prévoyait probablement de demander le divorce et prétendait avoir besoin d'une aide d'urgence. Pouvons-nous le prouver? Nous pouvons prouver ses habitudes de dépenses. Nous pouvons prouver le timing. Un juge tirera les conclusions qui s'imposent. Le téléphone de Russ a été intercepté, un SMS d'un numéro inconnu. Ici brillant. Il faut qu'on parle. Les apparences sont trompeuses. Rendez-vous au Starbucks de Pine Street demain à 14 h. Il a montré le message à Rebecca. N'y allez pas, a-t-elle immédiatement dit. Pourquoi? Parce que c'est soit un piège, soit une tentative de vous manipuler. Votre femme le guide probablement sur ce qu'il doit dire. Et s'il a des informations qui aident Sawyer? Il pourra alors les communiquer par les voies légales appropriées. Monsieur Kessler, vous construisez un dossier solide. Ne leur donnez pas l'occasion de le faire dérailler. Russ a supprimé le message sans répondre. Bureau de Nina Calvé dans le comté de King. Le bureau du procureur était plus petit que Russ ne l'avait imaginé, mais tout chez la femme assise derrière le bureau suggérait sa compétence. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être 45 ans, avec des cheveux grisonnants tirés en arrière et un regard qui en avait trop vu,
mais qui croyait toujours en la justice. Monsieur Kessler, merci d'être venu. Je crois comprendre que vous avez des informations pertinentes pour l'affaire de l'année Von Kessler. J'ai tout. Russ passa l'heure suivante à présenter Anna les preuves, photos, vidéos, dossiers médicaux, états financiers, témoignages. Elle prit des notes minutieuses, demandant parfois des éclaircissements ou des détails supplémentaires. C'est exhaustif, dit-elle. Enfin, presque trop exhaustif. Comment avez-vous pu rassembler tout cela si rapidement? 5 ans de travail d'infrastructure dans des endroits où la documentation faisait la différence entre le succès et l'échec. On apprend à être minutieux. Na ouvrit un bloc-notes et commença à esquisser une chronologie. Parlons de l'affaire pénale. Mise en danger d'enfants au premier degré, maltraitance criminelle, abandon, personne à charge. Avec ces preuves, je peux faire tenir toutes ces accusations. Quel genre de peine attendons-nous? Ça dépend de plusieurs facteurs. Votre femme n'a pas d'antécédents judiciaires, ce qui joue en sa faveur. Mais la gravité de la négligence, la durée, les ressources financières dont elle dispose, tout cela joue contre elle. Combien de temps? Si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, elle risque 5 à 10 ans. Avec une bonne conduite, peut-être une libération conditionnelle dans 3 ans. Russ sentit une sensation de froid et de satisfaction s'installer dans sa poitrine. Bien. Monsieur Kessler, j'ai une question directe à vous poser. S'agit-il de justice pour votre fils ou de vengeance contre votre femme? Quelle est la différence? Na observa son visage. La justice vise à protéger la victime et à prévenir de futurs préjudices. La vengeance vise à punir l'agresseur. Alors, c'est les deux. Je peux m'en accommoder. Mais je veux que vous compreniez qu'à partir du moment où il s'agit de vos sentiments personnels envers votre femme, vous devenez un fardeau pour l'accusation. Autrement dit, concentrez-vous sur Sawyer. N'accordez pas d'interview à la presse. Ne publiez rien sur les réseaux sociaux. Ne faites rien qui puisse laisser la défense vous dépeindre comme un ex-mari vindicatif. Je ne suis pas intéressé par la publicité. Tant mieux, car l'avocat de votre femme essaiera de faire passer cela pour une dispute amère concernant la garde des enfants plutôt que pour une mise en danger d'enfants. Nina a sorti un autre dossier. J'ai contacté les autorités de Bali. Votre femme et son petit ami doivent rentrer par avion à Seattle-Tacoma demain soir. On attend. Que se passera-t-il ensuite? Elle sera arrêtée à son arrivée, enregistrée, jugée, traduite en justice. Vu la gravité des accusations et le fait qu'elle ait fui le pays pendant l'hospitalisation de son enfant, je demanderai sa détention sans caution. L'obtiendrez-vous? Probablement. Les juges n'aiment pas les parents qui abandonnent leurs enfants gravement malades pour des vacances. Non, j'ai fermé le dossier et je l'ai regardé en face. Monsieur Kessler, je veux que vous compreniez une chose. Cette affaire va faire beaucoup parler. Une femme abandonne son enfant à la mort alors qu'elle fait la fête à Bali. C'est exactement le genre d'histoire que les médias adorent. Je ne veux pas que le nom de Sawyer soit dans les journaux. Nous ferons tout notre possible pour protéger sa vie privée. Mais tu dois te préparer à ce que cela devienne public. Laisse-le devenir public. Peut-être que d'autres enfants dans des situations similaires recevront de l'aide. C'est exactement la bonne réponse. En quittant le bureau du procureur, Russ ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La satisfaction d'un plan qui se mettait en place. Chaque preuve, chaque témoignage, chaque dossier financier indiquait la même conclusion inéluctable. Delaney avait choisi son petit ami et son mode de vie plutôt que la vie de son fils. Maintenant, elle allait en subir les conséquences. Son téléphone vibra, un SMS de Joe Sawyer lui demandant de venir à l'hôpital. Peux-tu venir à l'hôpital? Russ me répond. En traversant le centre-ville de Seattle, il repensa à ce que Nona avait dit sur la justice et la vengeance. Peut-être avait-elle raison de dire qu'il y avait une différence. Mais pour Russ, voir Delaney faire face aux conséquences de ses choix servirait parfaitement les deux objectifs. Le SMS de l'inspecteur Vasquez arriva à 20h47. L'avion atterrit. Il se reposait. Russ était assis dans la chambre d'hôpital de Sawyer, aidant son fils à travailler sur un puzzle. Le garçon faisait des progrès constants, mangeait régulièrement, respirait mieux et souriait même de temps en temps. Mais il sursautait toujours au bruit soudain et scrutait la porte sans cesse, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un de dangereux la franchisse.
Papa, qui t'envoie des SMS? Des trucs du boulot. Rien d'important, mais c'était important. Après 3 jours d'attente, Delaney était enfin de retour sur le sol américain. Et contrairement à son fils, elle ne dormirait pas en sécurité ce soir. 20 minutes plus tard, son téléphone sonna. Markel, elle est en garde à vue, incarcérée à la prison du comté de King pour mise en danger d'enfants au premier degré, maltraitance criminelle et abandon de personnes dépendantes. Que s'est-il passé à l'aéroport? Selon l'inspecteur Vasquez, elle est descendue de l'avion en riant avec son petit ami, complètement prise au dépourvu. Lorsqu'ils l'ont arrêtée, elle s'est mise à hurler que tout cela n'était qu'un malentendu, que vous mentiez pour vous venger. Et Brillant? Il n'a été inculpé de rien, mais la police lui a clairement fait comprendre qu'il devait se rendre disponible pour un interrogatoire. Apparemment, il a prétendu n'en avoir aucune idée. Elle avait laissé l'enfant seul. Russ regarda Sawyer, concentré sur la recherche d'une pièce de puzzle correspondant au bord d'un phare. Quand a lieu la mise en accusation? Demain matin. Juge Morrison. 9 h. Nina Calvé pense que le juge refusera la libération sous caution. Je veux être là. Tu es sûr? Ce serait peut-être mieux. Je veux être là. D'accord, mais Russ, prépare-toi. Elle va avoir l'air différente. La prison ne traite personne avec gentillesse. Après avoir accroché, Russ aide Sawyer à terminer le puzzle. Il représentait un phare sur une côte rocheuse. Son faisceau transperçait un ciel sombre et orageux. Lorsqu'ils posèrent la dernière pièce, Sawyer sourit. Le premier vrai sourire que Russ avait vu de lui depuis son retour à la maison. C'est réparé, dit Sawyer. Ouais, mon pote. C'est vrai. Le lendemain matin, Russ était assis au dernier rang de la salle d'audience du juge Morrison et regardait sa femme entrer en traînant les pieds, vêtue d'une blouse orange et menottée. Markel avait raison. Elle avait changé. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient raides et sales. Le maquillage coûteux avait disparu, révélant des cernes sous ses yeux. Sa posture assurée avait été remplacée par quelque chose de plus léger, plus effrayé. Bien. L'État de Washington contre Delaney von Kessler, annonça l'huissier. Nina Calvé se tenait à la table du procureur. Chaque trait de sa posture reflétait la compétence et une colère contenue. En face d'elle, l'avocat commis d'office de Delaney, un homme à l'air fatigué nommé Richard, parcourait des papiers avec l'air de quelqu'un qui savait qu'il menait un combat perdu d'avance. Votre honneur, commença Nona. L'accusé est accusé d'avoir volontairement mis en danger la vie de son fils de 10 ans par négligence criminelle et abandon. Alors que l'enfant gisait inconscient dans une unité de soins intensifs d'un hôpital, l'accusé publiait des photos de vacances de luxe à Bali. La juge Morrison, une femme d'une 60aine d'années, austère, a examiné le dossier. Mademoiselle Calvé, quelle est la position de l'État concernant la mise en liberté sous caution? Votre honneur, nous demandons que la défenderesse soit placée en détention sans caution. Elle a déjà démontré sa volonté de fuir la juridiction alors que son enfant était dans un état critique. Elle a accès à des ressources financières et n'a aucun lien significatif avec la communauté qui lui permettrait de comparaître au procès. Réponse de Monsieur Richard. Le défenseur public s'est levé lentement. Votre honneur, ma cliente n'a pas d'antécédent judiciaire. Ces accusations, bien que graves, reposent sur ce qui semble être un malentendu entre parents éloignés. Mademoiselle von Kessler croyait que son fils était correctement pris en charge pendant son absence. Par qui? Nous enquêtons encore sur les détails, votre honneur. Nina s'est levée. Votre honneur, la défenderesse ne peut nommer une seule personne censée s'occuper de son fils. Ni babysitter, ni parent, ni ami de la famille. Parce que cette personne n'existe pas. La juge Morrison a regardé Delaney directement. Mademoiselle von Kessler, comprenez-vous les accusations portées contre vous? La voix de Delaney était à peine audible. Oui, votre honneur. Comprenez-vous que votre fils a été retrouvé inconscient et mal nourri après avoir été laissé seul pendant une longue période? Oui, votre honneur. Et pendant cette période, vous étiez à Bali? Oui, mais rien. Mademoiselle Calvé, je suis plutôt d'accord avec la position de l'État. La libération sous caution est refusée. Le juge est descendu avec un bruit de porte qui claquait, tandis que les huissiers emmenaient Delaney. Elle se retourna et scruta la salle d'audience. Lorsque son regard croisa celui de Russ, son expression passa de la peur à quelque chose de plus laid.
colère, ressentiment, reproche. Elle murmura 2 mots, « Je te déteste ». Russ la regarda disparaître par la porte qui menait aux cellules de détention. Puis il se leva, rajusta sa veste et sortit de la salle d'audience sans se retourner. L'histoire parut aux informations de Killimon ce soir-là. Russ aidait Sawyer à colorier lorsque son téléphone se mit à vibrer d'appels de numéros inconnus. Une mère de famille arrêtée pour négligence envers un enfant pendant ses vacances à Bali, parcourut. Au bas de l'écran de télévision, la présentatrice du journal, une femme au visage sérieux nommée Jennifer Park, a raconté l'histoire avec un dégoût à peine dissimulé. Delaney Von Kessler, 38 ans, a été arrêté hier soir à l'aéroport de Seattle-Tacoma pour mise en danger d'enfant. La police affirme que Von Kessler a laissé son fils de 10 ans seul pendant plusieurs jours lors de ses vacances en Indonésie. L'enfant a été retrouvé inconscient suite à une grave crise d'asthme et est actuellement hospitalisé. La police a montré des photos de Delaney sur les réseaux sociaux, les photos en bikini, les repas à l'hôtel, les soins au spa. Puis, on a vu une vidéo de son enlèvement menotté. Des sources ont indiqué à Como News que Von Kessler avait dépensé plus de 40 000 $ en voyages de luxe et en shopping, tandis que son fils était laissé sans nourriture ni soins médicaux. Russ a éteint la télévision, mais les dégâts se propageaient déjà. Au matin, l'histoire avait été reprise par CNN, Fox News et tous les grands médias en ligne. #Bolium était en vogue sur Twitter. Les commentaires étaient violents. Comment peut-on laisser son enfant mourir pendant qu'on bronze? Voilà. Pauvre petit garçon. J'espère qu'ils lui balanceront le livre. 10 ans de prison, ce n'est pas suffisant pour ce monstre. En quelques heures, quelqu'un a divulgué l'identité de Brillant. Des photos de lui avec Delaney ont inondé les réseaux sociaux, ainsi que les informations sur son employeur et les profils de réseaux sociaux, lorsque le téléphone de Russ a sonné. Markel, as-tu vu les nouvelles? C'est partout. Brillancourt vient de publier une déclaration sur Facebook. Il affirme n'avoir aucune connaissance de la situation avec Sawyer. Il dit qu'il pensait que le garçon était avec de la famille. Quelqu'un y croit. Lisez les commentaires sur sa publication. Il est en train de se faire détruire. Quelqu'un a trouvé son profil LinkedIn et a commencé à publier des captures d'écran de lui et Delaney dans des restaurants chics pendant que Sawyer était à l'hôpital. Russ a regardé Sawyer, qui coloriait soigneusement à l'intérieur des lignes d'un dessin d'une maison avec de la fumée sortant de la cheminée. Le genre de maison où les familles vivaient en sécurité ensemble. Que se passe-t-il avec son travail? Selon le Seattle Times, son employeur l'a mis en congé administratif dans l'attente d'une enquête. Apparemment, certains de ses achats de luxe ont été effectués avec une carte de crédit d'entreprise. Bien. Russ, il y a autre chose. Loretta Vaughn a fait une déclaration par l'intermédiaire d'un avocat. Quel genre de déclaration, cependant? Je n'en avais aucune idée. Elle affirme qu'elle pensait que Delaney avait organisé des soins appropriés pour Sawyer. Elle dit être dévastée d'apprendre ce qui s'est réellement passé. Elle publiait des photos du voyage de leur fille pendant que son petit-fils était mourant. Je sais, mais légalement, elle n'a rien fait de criminel. Moralement répréhensible, peut-être, mais pas criminel. Cet après-midi-là, Joe est passé avec une pile de cartes et de dessins d'autres familles du service pédiatrique. La nouvelle de la situation de Sawyer s'était répandue, et la réaction avait été enthousiaste. Tout le personnel infirmier suit cette histoire, a-t-elle dit. Tout le monde vous soutient tous les deux. Des nouvelles de la direction de l'hôpital. Ils font très attention à ce qu'ils disent en public, mais en privé. Ils sont furieux. On voit beaucoup de situations familiales difficiles, mais celle-ci a vraiment touché les gens. Joe s'est assis près du lit de Sawyer. Comment vas-tu, mon chéri? Mieux. Papa dit que je pourrais peut-être bientôt rentrer à la maison. C'est merveilleux. Tu as hâte de rentrer? Sawyer regarda Russ d'un air incertain. On sera en sécurité là-bas. On sera en sécurité, dit Russ. Je te le promets. Ce soir-là, pendant que Sawyer dormait, Russ était assis à la cafétéria de l'hôpital et lisait les informations sur son ordinateur portable. L'histoire avait pris une ampleur inédite, devenant un symbole de l'égoïsme et de la négligence parentale. Mais enfoui dans les commentaires et les publications sur les réseaux sociaux, il a trouvé quelque chose qui l'a surpris. Des histoires d'autres enfants laissés seuls, d'autres parents qui avaient fait passer leurs propres besoins avant la sécurité de leurs enfants. L'histoire résonnait parce qu'elle n'était pas unique.
C'était juste la version extrême d'un phénomène qui arrivait plus souvent qu'on ne voulait l'admettre. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. S'il vous plaît, appelez-moi. Je dois vous expliquer. Tout cela est mal. Il supprima le message sans le relire 2 fois. Le cabinet de la juge aux affaires familiales Barbara Chin était plus petit et moins formel que celui du tribunal pénal, mais le poids de la décision rendue semblait tout aussi important. Russ était assis à côté de Rebecca Morrison, observant le juge Shawn examiner l'épais dossier de preuves qu'ils avaient constitué. Monsieur Kessler, j'ai lu votre requête de modification d'urgence de la garde. Compte tenu des circonstances, je suis enclin à accéder à votre demande, mais je souhaite d'abord entendre les 2 parties. De l'autre côté de la salle, Delaney était assise à côté d'une nouvelle avocate, une personne chère que sa mère avait engagée, une femme au visage sévère nommée Patricia Landis, spécialisée dans la défense de clients fortunés dans des divorces compliqués. Votre honneur, commença Rebecca, mon client demande la garde légale et physique complète de son fils, Sawyer Kessler. Les preuves démontrent un comportement manifeste de négligence et de mise en danger de l'enfant de la part de la mère. Elle tendit au juge Chin une tablette contenant des photos, des vidéos et des documents. Voici les images de sécurité de Madame Patterson montrant l'enfant errant seul dans le quartier pendant des heures. Voici la chronologie des rendez-vous médicaux manqués. Voici le dossier financier qui montre plus de 40 000 $ dépensés en articles de luxe pendant que l'enfant était privé de nourriture et de médicaments. La juge Chin examina la tablette, son expression s'assombrissant à chaque preuve. Mademoiselle Landis, comment votre cliente répond-elle à ces allégations? Votre honneur, Mademoiselle von Kessler regrette profondément le malentendu qui a conduit à cette situation. Elle pensait que son fils était correctement pris en charge en son absence. Par qui? L'enquête est toujours en cours. Mademoiselle Landis, cela fait 1 semaine que votre cliente a été arrêtée. Si quelqu'un s'occupait de cet enfant, vous l'auriez déjà trouvé. Votre honneur, ma cliente a été la principale personne chargée de s'occuper de cet enfant pendant 5 ans, alors que M. Kessler travaillait à l'étranger. Elle a commis des erreurs, mais cela ne fait pas d'elle une mère indigne. Rebecca s'est levée. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, avoir failli laisser votre enfant mourir pendant vos vacances à Bali n'est pas une erreur. C'est une négligence criminelle. La juge Chin a levé la main pour exiger le silence. Je souhaite entendre directement les parties. Monsieur Kessler, pourquoi devrais-je vous accorder la garde exclusive? Russ avait répété ce moment, mais assis ici devant le juge, il s'est surpris à parler avec son cœur plutôt qu'avec ses notes préparées. Votre honneur, j'ai commis une terrible erreur il y a 5 ans. J'ai laissé ma femme me convaincre qu'être un bon père signifiait rester loin de moi, lui laisser la garde principale, ne pas perturber leur routine avec mes déplacements. Il marqua une pause, regardant Delaney pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. Elle fixait ses mains, refusant de le regarder dans les yeux. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour Sawyer. J'avais tort. Et mon fils a failli mourir à cause de cette erreur. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Maintenant, je sais qu'être un bon père signifie être présent, impliqué, là quand son enfant a besoin de vous, et non quand cela lui convient, et être prêt à lui offrir un environnement familial stable. Oui, votre honneur. J'ai un travail ici à Seattle, une bonne assurance, un logement stable. Plus important encore, j'ai 5 ans de regrets à rattraper. Le juge Chin se tourna vers Delaney. Madame von Kessler, avez-vous quelque chose à dire? Delaney leva les yeux, les larmes aux yeux. Votre honneur, j'aime mon fils. J'ai fait de mauvais choix, mais je n'ai jamais voulu qu'il souffre. Vous l'avez laissé seul pendant des jours. Je croyais y croire. Elle s'arrêta, réalisant que toute explication ne ferait qu'empirer les choses. Votre honneur, intervint Madame Landis. Mon client est prêt à accepter des visites supervisées et des cours obligatoires de parentalité en échange du maintien d'une certaine forme de garde. Le juge Chin classa le dossier et examina les 2 parties. Madame von Kessler, vous avez laissé votre fils de 10 ans seul pendant que vous dépensiez 40 000 $ pour des vacances de luxe. Votre fils a été retrouvé inconscient, mal nourri et sans accès aux médicaments vitaux. Ce ne sont pas de mauvais choix. C'est une négligence criminelle. Elle se tourna vers son ordinateur et commença à taper. J'accorde à Monsieur Kessler la garde légale et physique complète de Sawyer Kessler. Avec effet immédiat, les droits parentaux de Mademoiselle von Kessler sont révoqués. Ces mots ont frappé la salle comme un coup de poing.
Delaney a lâché un sanglot et s'est enfoui le visage dans les mains. Votre honneur, protesta mademoiselle Landis. La révocation des droits parentaux est une mesure extrême. Tout comme laisser son enfant mourir pendant qu'on bronze. La principale préoccupation de ce tribunal est la sécurité et le bien-être de l'enfant, et les preuves montrent clairement que cet enfant n'est pas en sécurité sous la garde de sa mère. La juge Chin a signé l'ordonnance d'un trait de plume ferme. Monsieur Kessler, vous avez la garde exclusive. Je rends également une ordonnance restrictive interdisant à mademoiselle von Kessler tout contact direct ou indirect avec l'enfant jusqu'à nouvel ordre du tribunal. En quittant le palais de justice, Russ ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La certitude absolue d'avoir bien agi. Sawyer était désormais en sécurité, légalement, financièrement et physiquement. Delaney n'était plus la mère de son fils. Elle n'était qu'une femme qui lui avait donné naissance, puis l'avait abandonné lorsque cela devenait gênant. La Cour supérieure du comté de King était pleine à craquer pour l'ouverture de l'affaire État contre von Kessler. Les médias occupaient les derniers rangs et les dessinateurs se positionnaient pour bien voir la table de l'accusé. Nina Calvé se tenait à la tribune du procureur, sa déclaration liminaire directe et dévastatrice. Mesdames et messieurs les jurés, cette affaire est une question de choix. Le choix de dépenser 40 000 $ pour un voyage de luxe pendant que votre enfant mange des barres de céréales accumulées. Le choix de publier des photos de vacances pendant que votre fils gît inconscient en soins intensifs. Le choix de privilégier son propre plaisir à la vie de son enfant. Elle a appuyé sur une télécommande et l'écran de la salle d'audience s'est rempli d'images côte à côte. Delaney en bikini riant au bord de la piscine d'un hôtel à côté d'une photo d'hôpital de Sawyer inconscient et relié à des respirateurs artificiels. L'accusé a fait ses choix délibérément, à plusieurs reprises, et en toute connaissance de cause. Il ne s'agit pas d'un parent qui a commis des erreurs ou qui a traversé des moments difficiles. Il s'agit d'une affaire de négligence criminelle. L'avocate de la défense, Patricia Landis, a tenté de brosser un tableau différent dans sa plaidoirie. Ma cliente est une mère aimante qui s'est retrouvée accablée par les responsabilités d'une mère célibataire. Certes, elle a commis des erreurs de jugement, mais ces erreurs ne constituent pas un comportement criminel. Mais au fil du procès, les preuves se sont avérées accablantes. Madame Patterson a témoigné avoir trouvé Sawyer inconscient et l'avoir vu errer seul dans le quartier pendant des semaines. Les vidéos de sa caméra de surveillance diffusées sur l'écran de la salle d'audience montraient un petit garçon tentant désespérément de rentrer chez lui pendant que sa mère faisait la fête à des milliers de kilomètres. Le docteur Chin a témoigné des rendez-vous manqués, des traitements refusés et des médicaments périmés. Son témoignage était clinique et accablant. L'enfant souffrait de complications médicales évitables, car son soignant avait choisi de ne pas lui prodiguer les soins médicaux de base. Joe a témoigné et a décrit avoir trouvé Sawyer aux soins intensifs, mal nourri, luttant pour sa vie. En 20 ans de carrière d'infirmière pédiatrique, je n'ai jamais vu un cas aussi flagrant de négligence volontaire. Cet enfant a été abandonné par quelqu'un qui était censé le protéger. Avery Redden a présenté les conclusions de l'enquête des services de protection de l'enfance, documentant des semaines d'abandon et de négligence. Les preuves révèlent un schéma d'abandon progressif, aboutissant au départ de l'accusé du pays, tandis que son enfant était laissé seul, sans nourriture, sans médicaments et sans surveillance d'un adulte. Mais ce sont les preuves financières qui ont scellé le sort de Delaney. Na a présenté une chronologie détaillée montrant exactement combien d'argent Delaney avait dépensé pour elle-même pendant que Sawyer était privé des produits de première nécessité. 43 000 $ en 6 semaines. Vêtements de marque, hôtel de luxe, restaurant chic, vol en première classe, tout cela pendant que son fils rationnait sa nourriture et ne pouvait pas renouveler ses médicaments vitaux. La défense a tenté d'argumenter que Delaney avait bénéficié d'une série de soins qui ont échoué, mais elle n'a pu produire un seul témoin pour étayer cette affirmation. Elle a tenté de dépeindre Russ comme un ex-mari vindicatif, mais les preuves médicales parlaient d'elles-mêmes. Le dernier jour de la déposition, Nona a appelé son dernier témoin, l'inspecteur Vasquez, qui avait enquêté sur la piste financière. Nous avons retracé chaque transaction, chaque achat par carte de crédit, chaque retrait. La défendresse a dépensé plus pour un seul dîner à Bali que ce qu'elle avait prévu pour la nourriture de son fils pendant un mois entier. Selon votre avis professionnel, inspecteur Vasquez, s'agissait-il d'un manque de jugement ou d'une négligence criminelle? Au vu des preuves, il s'agissait d'un abandon délibéré et volontaire. La défendresse a fait des choix conscients pour privilégier son propre plaisir à la survie de son enfant. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Un jury a-t-il rendu un verdict? Nous avons,
votre honneur, pour l'accusation de mise en danger d'enfant au premier degré, comment déclarez-vous coupable de maltraitance criminelle au premier degré? Comment déclarez-vous coupable de l'accusation d'abandon de personnes dépendantes? Comment déclarez-vous coupable? Delaney s'est effondré sur sa chaise en sanglotant. Mademoiselle Landis lui a posé la main sur l'épaule, mais il n'y avait plus rien à dire. Le juge Morrison a fixé la peine à la semaine suivante. Madame von Kessler, vous resterez en détention jusqu'au prononcé de la peine. Tandis que les huissiers l'emmenaient, Delaney se tourna vers Russ, assis dans la galerie. Son expression exprimait une haine pure, non pas du remords ni de la honte, mais de la colère d'être tenu responsable. À l'extérieur du tribunal, Nona s'adressa aux journalistes rassemblés. Ce verdict envoie un message clair, on ne peut abandonner des enfants par convenance personnelle. Le jury a déjoué les tentatives de la défense de minimiser les actes de l'accusé et les a reconnus comme une négligence criminelle qui a failli coûter la vie à un enfant. Russ ne s'adressa pas aux médias. Il n'avait rien à leur dire que les preuves n'aient déjà démontré plus clairement. Une semaine plus tard, le juge Morrison condamna Delaney à 9 ans de prison d'État, avec possibilité de libération conditionnelle dans 5 ans. Mademoiselle von Kessler, vous aviez tous les atouts, ressources financières, éducation, accès à des systèmes de soutien. Vous avez quand même choisi d'abandonner votre enfant. Cette peine reflète la gravité de vos crimes et la nécessité de protéger d'autres enfants contre une négligence similaire. Delaney fut emmené enchaîné. Russ la regarda partir, soulagé de ne plus jamais pouvoir faire de mal à Sawyer. 3 mois après le prononcé de la sentence, Russ poussait Sawyer sur les balançoires d'un parc au bord de l'eau lorsqu'il aperçut Loretta Vaughn s'approcher dans l'herbe. Elle paraissait plus âgée que dans ses souvenirs, son apparence habituellement impeccable, échevelée et incertaine. Sawyer, pourquoi n'essaierais-tu pas les barres de suspension? Russ suggéra, d'accord, papa. Sawyer s'enfuit, son rire emporté par le vent. Loretta s'arrêta à quelques mètres, les mains jointes devant elle. Russ. Loretta, vous avez l'air en forme, tous les deux. Nous allons bien. Elle regarda Sawyer franchir les cages à oiseaux avec une confiance croissante. Il a tellement grandi. Il est en bonne santé. Bien nourri, suivi médical régulier, routine constante. Incroyable ce que ça fait pour un enfant. Loretta tressaillit. Russ, il faut que je te parle de Sawyer. Non. S'il te plaît, écoute-moi. Non. Quoi que tu dises, la réponse est non. Je suis sa grand-mère. Tu es une femme qui l'a vu mourir pendant que ta fille bronzait. Ce n'est pas juste. Je ne savais pas. Tu savais exactement ce qui se passait. Tu as vu les photos que Delaney a postées. Tu as vu les horodatages. Tu savais qu'elle avait laissé Sawyer tranquille. Et tu as choisi de ne rien dire. Le sang-froid de Loretta se brisa. J'ai fait une erreur. J'aurais dû. Tu aurais dû quoi? Appeler les services sociaux? M'appeler? Appeler quelqu'un qui aurait pu sauver un garçon de 10 ans de la famine. Je pensais que Delaney l'avait fait. C'est arrangé. Arrête de te mentir, même à toi-même. Arrête de mentir. Sawyer courut vers eux, légèrement essoufflé mais souriant. Papa, tu as vu jusqu'où j'ai marché? J'ai vu que c'était incroyable. Sawyer remarqua Loretta pour la première fois. Grand-mère. Le visage de Loretta s'illumina. Salut, ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Où étais-tu? Avant que Loretta ne puisse répondre, Russ posa sa main sur l'épaule de Sawyer. Mon pote, pourquoi n'irais-tu pas nourrir les canards? Il y a du pain dans la voiture. Je peux? Bien sûr. Alors que Sawyer courait vers l'eau, Russ se tourna vers Loretta. S'il te plaît, dit-elle, les larmes aux yeux. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'aime ce garçon. Il ne me reste plus que lui. Tu aurais dû y penser avant de choisir de tolérer sa négligence. Je peux aider. J'ai de l'argent, des ressources. Je peux fournir quoi? Le même genre de surveillance que tu as fourni quand il a failli mourir?